Salut à tous, bienvenue sur le plateau des yeux dans les jeux, l'émission consacrée à la préparation des sportifs azuréens pour les Jeux de Paris 2024. Ce 5e numéro aujourd'hui, il est avec, une fois de plus, Romain Laronche en plateau, journaliste au service des sports. Salut Romain. Salut Christopher. Notre 5e invité, il est en face de toi. C'est un cavalier spécialiste du dressage qui est donc présélectionné pour les Jeux de Paris 2024. Il est niçois, il vit à Lantosque, c'est Alexandre Ayache. Salut Alex et bienvenue. Bonjour Christopher, bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, je laisse Romain faire une courte présentation de toi. Donc, comme l'a dit Christopher, tu es niçois, tu as grandi à Nice avant de t'installer à Lantosque, tu as 41 ans. L'équitation, pour toi, ça remonte à il y a bien longtemps. Tu as débuté à 3 ans en voyant le poney d'un de tes voisins, il me semble. C'est exactement ça. À 6 ans, tu commences en club au club hippique de Nice. Pourtant, tu n'es pas issu du milieu de l'équitation. Hein. Ton père est policier, ta mère est assistante maternelle. Alors, pourquoi tu t'es tourné vers ce sport ? Il n'y a pas vraiment de raison, en fait. C'est une maladie. Hein. C'est une maladie qu'on a. C'est vraiment une piqûre. Et il n'y a pas de raison. Comme tu le disais très bien, dans mon entourage, il n'y a pas de cavalier. Et j'ai toujours rêvé de chevaux depuis tout petit. Donc, il n'y a pas d'explication logique. Okay. C'est un virus, quoi. Ouais, c'est un virus. c'est un mauvais virus. Et voilà. Alors, tu n'as pas toujours fait du dressage, tu as fait du saut d'obstacle. Le dressage, ça vient un peu plus tard, je crois, vers 17-18 ans. C'est ça. En fait, avant le dressage, j'ai touché à tout ce qu'on peut faire avec les chevaux. Mes parents n'avaient pas spécialement les moyens de m'acheter un cheval, donc je montais tous les chevaux que je pouvais monter. Et je me régalais à monter n'importe quel cheval. Et le dressage est arrivé autour entre 16 et 18, avec une dame qui avait des difficultés avec un cheval et qui m'a demandé de l'aider. Parce qu'à l'époque, je montais les chevaux un peu compliqués. Comme je n'avais pas les moyens, je montais ce que je pouvais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du dressage un peu plus. Puis un autre. Et puis voilà où on en est. À 20 ans, donc tu es relativement jeune, tu décides de t'installer à Lantosque, d'ouvrir ton centre équestre, 7 hectares. Aujourd'hui, tu as 30 chevaux. C'était une initiative un peu risquée quand on est jeune comme ça de s'installer. Alors c'est toujours risqué. Après c'était un risque modéré. On a acheté une propriété où il y avait une maison. Je l'ai acheté en copropriété avec mes parents. Donc si ça marchait pas, on avait toujours de quoi y vivre. Voilà. Après, il y a deux manières de vivre. Hein. Soit tu as les moyens et puis tu achètes ta vie, soit tu n'as pas les moyens et puis tu la construis. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Okay. On n'avait pas de choix. On a choisi la deuxième solution. Quoi, on a choisi. Il n'y avait que la deuxième solution pour nous. On pouvait pas faire autrement. Et voilà, 20 ans plus tard, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors au niveau sportif, les résultats vont monter en flèche. À Rio, tu es remplaçant. C'est ça. À Tokyo, tu as débuté tes premiers Jeux Olympiques avec The Watt. Exactement. Et puis là, tu es présélectionné pour les Jeux de Paris. Tu seras avec Jolene, une jument que tu montes depuis 2 ans maintenant. C'était un coup de foudre entre vous apparemment ? Ouais. C'est la jument, je l'ai adorée. C'est une jument qui est arrivée chez moi avec une cliente qui n'avait pas trop de feeling avec cette jument et qui souhaitait la vendre. Et j'ai adoré la jument du premier moment où je suis monté dessus. J'ai vraiment adoré la jument. Elle est très très spéciale. C'est un cheval elle n'a pas de défaut. Voilà. Elle n'a pas de défaut, ça tombe bien, ça comble les miens, mais elle n'a vraiment pas de défaut. Elle veut toujours faire plaisir, elle est toujours... On va juste expliquer, Alexandre, cette partie-là aussi de ta vie. Il y a de la compétition, mais pas que. Tu fais aussi du dressage pour ensuite revendre des chevaux, etc. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai pas de choix. On a un système assez spécial. C'est que pour pouvoir rester sur le haut niveau avec ce que ça coûte, et le peu de sponsors qu'on arrive à dégager, c'est qu'on est obligé de dresser des chevaux, les emmener en compétition et puis les vendre une fois qu'ils sont très performants, ce qui nous permet de dégager les fonds pour pouvoir continuer le haut niveau et faire tourner la structure. On n'a pas trouvé d'autres schémas économiques viables avec le très haut niveau, malheureusement. Alors, pour revenir aux sportifs, cette saison 2023, elle est brillante. Hein. Vous avez réussi à gagner en équipe avec l'équipe de France à Rotterdam. Vous avez fait 6e des championnats d'Europe en Allemagne. Tu es actuellement dans ce groupe France qualifié, vous êtes 4 cavaliers. Il y aura 4 cavaliers à Paris. Le but, c'est de rester parmi ces 4 cavaliers pour disputer les Jeux de Paris. C'est exactement ça. Pour l'instant, il y a 5-6 chevaux qui sont entre guillemets dans une longue liste. Et l'idée, c'est de rester dans les 3 derniers qui vont rentrer sur le terrain, clairement. Et on va se battre pour ça, hein, que les choses soient bien claires. On va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir rester là-dedans. Et on va surtout essayer de continuer la progression. Moi, j'ai le cheval le plus vert en compétition et le plus jeune
en compétition, pour les années de compétition qu'il y a dans tous ces chevaux-là. Donc on a eu un débriefing là le week-end dernier avec le staff, justement, et ils ont fait des statistiques assez intéressantes avec un gars qui a pris tous les grands prix. Et avec toutes les notes que la jument a déjà eues en épreuve, si on prend toutes les meilleures notes qu'elle a déjà eues sur chaque figure, on n'est pas loin de 77% sur des notes qu'elle a déjà eues. Et c'est le seul cheval qui n'a pas de point faible. C'est-à-dire qu'elle est capable de prendre un 8 ou un 8,5 dans toutes les figures et de faire une faute dans toutes les figures. Donc il faut qu'on enlève ce côté jeune où des fautes peuvent arriver et qu'on stabilise le reste, et ça va aller très très bien. On va expliquer un peu la notation justement Bien pour sûr. ceux qui ne connaîtraient pas cette discipline-là. Bien sûr. En gros, ça ressemble à une notation sur 10. Exactement, c'est complètement ça. ça. Peut être 7 sur 10, 8 sur 10 en fonction de comment se passe la représentation du cheval et des fautes. C'est Vous avez exactement. plus ou moins de points. C'est un peu comme ça qu'on peut le dire. Ça ressemble du coup à un pourcentage, quoi. C'est exactement ça. Il y a 22 figures qui sont notées sur 10. Et voilà, quand on prend un 8, 8,5, c'est déjà très très bien. Et voilà. Donc et ensuite, c'est l'accumulation de ces figures-là avec les coefficients qui donnent la note finale. Et du coup, ça donne un pourcentage final. Par rapport justement maintenant à la suite, ce sont ces jeux qui vont arriver très très vite. Oui. Parle-nous un peu des échéances. L'équipe de France est qualifiée d'office, vous serez 4. C'est ça. Comment faire partie de ces 3 qui vont être titulaires, voire du remplaçant? Quelles sont les échéances un petit peu qui vont arriver sur l'année à venir? Alors là, on a un choix stratégique du sélectionneur et du staff, et en ayant discuté avec tout le monde, cet hiver, moi, la jument va faire quelques Coupes du Monde en indoor. C'est un tout autre sport, entre guillemets. Le indoor, c'est très spécial, c'est très serré. Les chevaux sont un peu... C'est assez différent du concours extérieur, mais par contre, ça fait mûrir vraiment les chevaux. Donc, pour pouvoir faire du concours, il n'y a que le indoor. Donc, on va faire les Coupes du Monde, comme Lyon, comme Madrid dans 15 jours. Et puis après, la saison extérieure va redémarrer à Fontainebleau. Et là, la guerre elle sera ouverte. Mars, avril, il faudra faire les meilleures performances possibles. Exactement. Ça va redémarrer en mars, je crois que c'est Fontainebleau. Après, il y aura la Coupe des Nations de Compiègne, Coupe des Nations de Rotterdam, la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle et les Jeux. Donc c'est à la fois très loin, 8 mois, c'est à la fois très loin parce qu'il peut se passer énormément de choses, une blessure ou quoi que ce soit, mais c'est aussi demain, donc il va falloir rester calme et structuré. Tu as évoqué le système de notation. Pour ramener une médaille des Jeux de Paris, il faudra performer au-delà de 80%. C'est ça. La médaille, elle est jouable, tu penses? Alors la médaille, concrètement, dans le sport, voilà, dans le sport qu'on pratique, il y a ce que tu fais, ce que ça vaut et ce que les juges veulent bien donner. Ça reste un jugement humain, et les stars, ceux qui font déjà 80 depuis un moment, sont difficiles à détrôner. C'est déjà arrivé qu'il y ait une grosse surprise, mais la médaille va être compliquée. La médaille va être très compliquée. Parce qu'aujourd'hui, Jolène fait autour de 75-76%, il faut l'expliquer c'est ça. aussi. Jolène sur les Grands Prix en musique, elle a déjà fait près de 78. Sinon, elle tourne entre 71 72. C'est un cheval que j'espère amener autour de 75 pour les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Après, est-ce qu'on va l'atteindre ou pas, ça, personne ne le sait. Mais nous, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est un objectif, comme je vous disais, réalisable. C'est pas de l'hypothétique. Okay. Voilà. Les Jeux en France, c'est quoi? C'est le rêve d'une vie pour toi? En général, les Jeux, c'est le rêve de tout athlète. Moi, j'ai la chance d'en avoir déjà fait 2. Et là, j'ai l'opportunité dans ma vie que ça se passe dans mon pays. Alors, pour avoir eu la chance d'avoir fait les championnats du monde en France... C'était à quand en 2014 c'est quand tu rentres dans le couloir, le stade qui hurle, tu as l'impression que tu es un gladiateur. C'est vraiment pas... Honnêtement, c'était vraiment hallucinant. Cette ambiance qu'on n'a pas du tout retrouvée à Rio et encore moins à Tokyo, parce que Tokyo, il y avait le Covid, c'était guichet fermé. Donc, l'ambiance, c'était moins sexy. Mais là, tu vois, par exemple, une Coupe du Monde comme à Lyon, quand tu es chez toi, c'est assez hallucinant l'ambiance. Le public français, un très très bon public. Donc c'est sûr. Cadre à Versailles, ça va être quelque chose. Ouais, là, il y a tout un côté historique en plus, parce qu'ils ont mis le dressage à Versailles. Donc ça va être, c'est sûr et certain que ça va être quelque chose d'assez grandiose, malgré que le public est assez restreint. Les places sont assez restreintes. Mais il est évident que faire les Jeux dans ton pays, ça va au-delà du rêve. Honnêtement, ça va au-delà du rêve. Il y a des athlètes qui ne l'ont jamais connu, parce que c'est jamais arrivé dans leur pays. Donc, c'est sûr que l'opportunité se présente. On va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut pour être là. Ça, c'est sûr. Et toi qui vis à Lantosque, dans la Vésubie, dans le milieu rural, quel rapport tu entretiens avec Paris, la capitale?
J'ai envie de te dire, nous, on est un peu déconnectés de tout ça. Hein. On est, comme tu viens de dire, on est des paysans, on est des sportifs paysans. Mais j'ai envie de dire, il y a très peu d'athlètes qui... Si les gens pensent que le problème, c'est que les gens voient de nous que ce qui brille. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Mais la compétition, c'est 4% de notre temps. Tout le reste du temps, c'est du boulot, du boulot, du boulot. Donc le rapport avec la capitale, c'est... Et tu apprécies peut-être la ville? Tu as déjà été en vacances? Oui. Après, c'est une des plus belles villes au monde. Il y a la planète entière y vient. Donc laisse imaginer d'aller faire les Jeux là-bas. Il y a pire punition. On a connu pire punition. Hein, ça, c'est sûr et certain. Par rapport justement aussi aux épreuves, explique-nous un peu comment ça va se passer à Paris. Il y a 3 types d'épreuves, je crois. Ouais. Je te laisse expliquer un petit peu comment ça se passe un concours. Alors, les championnats se courent en 3 épreuves. Il y a le Grand Prix, qui est clairement qualificatif pour l'équipe. Pour l'épreuve par équipe? Voilà. Le Grand Prix va nous permettre de qualifier l'équipe sur le Grand Prix spécial. Et les meilleurs du Grand Prix, les 6 meilleurs du Grand Prix, passent directement dans le Grand Prix, dans la reprise en musique, donc l'individuel. Et ensuite, les 2 meilleurs de chaque groupe, il y a 6 ou 7 groupes, en fonction des pays, les 2 meilleurs de chaque groupe passent aussi dans la libre. Mais nous, à l'heure actuelle, en tout cas à mes yeux, quand tu cours un concours comme ça, d'abord tu y vas pour ton équipe et pour ton pays, et ensuite l'individuel, c'est la cerise sur le gâteau. Mais en tout cas, moi, ça a toujours été ma manière de faire, ma manière de voir. Quand je vais en piste pour l'équipe, je cours pour l'équipe, et puis ensuite, si on a la chance d'aller faire de l'individuel derrière parce qu'on a été bon, tant mieux. Mais c'est pas de prise de risque, et sécuriser tout pour qu'on aille le plus loin possible en équipe, et qu'on montre qu'on existe. Mais un peu ce qu'on a fait à Rotterdam, un peu ce qu'on a fait avec Aix-la-Chapelle, et ce qu'on a refait au championnat d'Europe. Alors après, il y a des moments où c'est un peu frustrant parce que tu rentres et tu sais que tu dois sécuriser sans tout donner. Quelque part, ça a très bien fonctionné toute la saison parce que la jument a fait que augmenter. Tu vois, là, je fais mon premier concours où je suis pas en équipe et je fais des cagades parce que je veux aller trop fort. Donc il va falloir se calmer. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment le Grand Prix qui qualifie pour le Grand Prix spécial. Ça, c'est pour l'équipe. 30 qui basculent dans le Grand Prix spécial. Voilà, et les 15 meilleurs. Et les 15 meilleurs basculent dans la reprise en musique qui est la reprise individuelle. Ok. Voilà. Alors, excuse-moi, cette question de novice, je pense qu'on te la pose souvent, mais quelle est la part du cavalier, quelle est la part du cheval dans le résultat là? Alors, la part du cheval, faut appeler un chat un chat. Je veux dire, vous pouvez mettre le meilleur cavalier au monde, s'il n'a pas un bon cheval, il est en queue de peloton. Donc là, j'ai envie de dire, pour être tout à fait honnête, c'est 80% le cheval et 20% le cavalier. Nous, on n'est que là pour essayer de ne pas faire de fautes et d'emmener le cheval à ne pas faire de fautes. Ce week-end, c'est moi qui fais faire les fautes à ma jument. C'est pas elle qui s'est levée le matin qui m'a dit « je vais te pourrir ta ligne de changement ». J'ai voulu jouer, j'ai voulu pousser encore plus que d'habitude parce que je me suis dit « allez, c'est le moment où… » Et en fait, non, c'était un mauvais calcul. Donc ouais, clairement, c'est 80% le cheval, 20% le cavalier à mes yeux. Après, il y a des cavaliers qui vont hurler quand ils vont entendre ça parce qu'ils aiment bien faire croire que c'est eux les stars, mais les vrais athlètes, c'est nos chevaux. Ça ressemble un peu à la F1, presque, on peut dire, certaines manière. Ça ressemble un peu à la F1, ça ressemble un peu en fait, ça ressemble un peu à tous les sports où tu as un élément extérieur. Là, nous, c'est un être vivant, c'est encore plus gros, mais clairement, le vrai athlète, tu peux ressembler à un athlète tip-top taillé. Si tu as un cheval qui n'est pas performant, il n'est pas performant. Et là, la performance, c'est l'impossible. Et l'inverse, par contre, on a vu des cavaliers qui ne ressemblaient pas vraiment à des athlètes à pied et qui font des top performances. Bon, je n'ai pas fait des top performances encore. On peut aller manger des pizzas et faire une top performance. C'est ça que je veux dire. Nous, dans notre... Alors, pas tous les jours, mais par contre, les chevaux ont vraiment... On n'a pas de choix que d'avoir un vrai athlète en dessous. Donc là, clairement... Les athlètes et les stars, c'est eux. Il faut quand même remettre l'église au centre du village sur ce point de vue-là. Ce qu'il faut réussir à créer, c'est la complicité entre les deux. J'ai appris une déclaration, tu dis quand on a un cheval qui arrive à ce niveau-là, la relation ne peut être que fusionnelle. C'est ce qui se passe avec Jolene là. Ouais, il n'y a pas de débat. Il n'y a vraiment pas de débat. Tu passes pas des heures et des heures tous les jours avec un animal. Quand tu es amoureux de ce que tu fais, hein. Alors après, voilà, moi je te parle pour moi, mais tu passes pas... Les gens, encore une fois, les gens voient que ce qui brille. La compétition, comme je te disais, c'est très peu de temps. Nous, on passe énormément de temps avec nos chevaux, à les dresser, à les soigner, à faire attention à eux. Les gens, ils n'imaginent même pas le soin d'un cheval de haut niveau. Il y a de la récup, il y a plein de choses. Oui, la jument, elle fait de la thalasso, elle a sa thalasso à elle, quoi, pour les chevaux de l'écurie, mais elle y va 4 fois par semaine. En pleine saison, elle y va quasiment tous les jours quand on est à la maison. Elle a sa cryo, elle a les ondes de choc, elle a le laser. Je veux dire, c'est un vrai athlète. Elle est soignée. Voilà, donc tout ce temps que tu passes avec les chevaux, plus ce qu'ils te donnent, plus les résultats en compétition, plus les hauts et les bas, c'est une vraie vie de couple. C'est une vraie vie de couple avec tout ce que ça comporte. Voilà, c'est une vraie vie de couple.
Et il y a un autre aspect, c'est l'aspect psychologique. Tu disais, le cheval, s'il est stressé à une compétition, il peut perdre 5% de notation minimum. C'est un peu ce qu'on a eu ce week-end, nous. Tu vois, tu changes complètement le format, tu mets dans un format intérieur avec moi qui n'était pas trop là, un peu distrait, un peu trop de pression, pas trop écouter le cheval, et voilà, tu perds 2-3% très vite. Moi, concrètement, la jument, elle fait quasiment 70 ce week-end avec 2 fautes sur des coefficients 2, donc ça veut dire que j'enlève juste les fautes, sans parler avec des si, tu vois. J'enlève juste les fautes, la jument elle est à 73. D'accord. Donc c'est pas une mauvaise performance, mais il faut enlever les fautes. Voilà, alors l'humain, il peut se calmer, il a le préparateur mental, mais le cheval, comment on fait pour... C'est justement là où il faut être très intelligent et faire mûrir les chevaux en amont. Okay. C'est-à-dire que c'est important, et c'est là où le staff est très fort. On a la chance d'avoir un sélectionneur qui a été compétiteur. Jean Morel, on va le citer. Qui a été compétiteur. Et qui sait ce que c'est la piste et qui sait ce que c'est de faire mûrir un cheval et du coup qui est très intelligent dans ses choix. Là clairement après le Grand Prix Coupe du Monde, il me dit mais j'en ai rien à foutre les gars de la Coupe du Monde. Le Coupe du Monde on est là pour les faire vieillir, on s'énerve pas et on s'énervera dès qu'on retrouve l'extérieur. Mais là on est là pour les faire vieillir, on reste calme, pas de pression, pas d'énervement et ça quand tu as la chance d'avoir un staff comme ça n'a pas de prix. Moi j'ai jamais connu ça avant. Malgré que le staff qu'on avait avant Jean était aussi très bien, mais c'était pas des gens qui étaient rentrés en piste. Donc là, c'est encore un avantage en plus. Franchement, c'est encore un avantage en plus. Donc l'idée, c'est vraiment de faire vieillir les chevaux et de les amener à maturité au bon moment. C'est là où, sans exagérer, pour pas blesser, c'est là où la cuisine est fine. Hein, c'est la différence entre la cuisine de ma femme et celle d'un grand chef, quoi. Un peu plus de sel, un peu moins de sel, ils font tout pareil, mais au bout du compte, ça n'a pas le même goût. Et ben voilà, c'est exactement ça. Et on va essayer de faire en sorte que les saisons précédentes et les 2 jeux nous servent de point de repère, clairement. Combien de temps il faut pour réussir à créer cette relation, justement ? Est-ce on se dit, voilà, peut-être au bout de 3 ans, on peut considérer qu'on a créé le lien, que c'est bon ? Ouais, alors après, j'ai envie de te dire que c'est comme un couple, comme un vrai couple. Tu as des chevaux avec qui ça clique tout de suite. Il faut compter 3 à 4 ans pour dresser un cheval au Grand Prix. Voilà, ça c'est la moyenne technique pour amener un cheval technique. Jolene est une surdouée là-dessus. C'est une jument qui s'est dressée en 1 an et demi. Jamais de concours, elle vient sur un Grand Prix au bout de quasiment 1 an de dressage. C'est pas du jamais vu, mais quasiment, pour être honnête avec toi. Et après, il y a le feeling, ce qui passe avec le cheval ou ce qui passe pas en fonction des caractères. Est-ce qu'il est sympa, moins sympa, chaud, moins chaud ? C'est comme avec les gens. Moi, Jolene, ça rapproche quand même du coup de foudre, pour être tout à fait honnête avec toi. C'est un cheval que réellement j'adore. J'adore pas que le monter, j'adore ce cheval-là. Et ça va, elle peut pas parler, donc ça va pour moi, mais je crois qu'elle m'aime bien aussi. Mais en tout cas, moi, je l'adore. C'est vraiment quelque chose qui passe très très bien. Après, tu as des chevaux avec qui ça passe pas. Moi, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois où il y a rien qui passe vraiment. Et c'est des chevaux, souvent... Moi, j'ai la chance d'avoir ma femme qui monte à cheval, donc on essaie de vraiment... monter chacun les chevaux qu'on préfère monter et avec qui ça se passe le mieux, voilà, parce que c'est une vraie relation de couple. Et le très haut niveau, comme on disait, il n'y a plus de détails. Il faut que vraiment ça colle sur toute la ligne, vraiment. On a une petite surprise pour toi. On va te demander de regarder l'écran qui est juste en face de toi. On a quelqu'un qui a voulu te poser une petite question. Mon amour, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer dans ta vie actuelle? Et aussi, selon toi, comment on pourrait faire pour changer le dressage, que ça devienne plus objectif et plus juste? Ça, c'est Grete, du coup. Ouais, c'est ma femme. C'est ton épouse. Elle est trop belle. Et je te laisse répondre à ces 2 questions. Alors, qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie à l'heure actuelle ? Pour être honnête avec vous, j'ai pas grand-chose. Je fais partie des gens vraiment chanceux. Toute ma famille a la santé. On a mis quelques années à construire un endroit où on est bien. Une chose qui me vient en tête, mais ça va finir par se régler. Non, j'ai pas grand-chose à changer. Peut-être changer d'assureur rapidement là, mais on va en parler après. Je vois à quoi tu fais. À part ça, franchement, je fais partie des gens chanceux. Dieu merci, j'ai la santé, je fais ce que j'aime. Ça fait 20 ans que je fais ce que j'aime. Moi, je fais pas partie des gens qui travaillent. Je veux dire, je me lève le matin pour faire ce que j'aime faire le plus au monde, avec tous les miens qui ont la santé. J'ai pas grand-chose à changer dans ma vie. Pour être tout à fait honnête avec vous, je fais vraiment partie des gens chanceux. Ça, c'est ta première réponse pour la première question. La deuxième question, justement, on explique un petit peu. Forcément, il y a un jugement qui est fait par des juges. Et parfois, c'est peut-être compliqué de comprendre toujours pourquoi il y a telle note qui tombe pour tel cheval
et son cavalier, pourquoi telle note tombe. C'est ça qu'elle voulait savoir un petit peu à travers cette question. Explique-nous un peu comment rendre ça peut-être plus simple à comprendre. C'est une question très pertinente. C'est une question qui fait vraiment débat à l'heure actuelle. Il y a une étude d'une chercheure qui a pris 500 et quelques grands prix sur les 2 dernières années, des plus gros grands prix, et qui a mis le doigt sur ce que tout le monde voit depuis des années, c'est-à-dire que les stars prennent des points même quand ça ne va pas, et des chevaux plus normaux ou qui arrivent ne prennent pas les points qu'ils devraient prendre. Ça, c'est un fait. C'est pas moi qui le dis, c'est un fait, c'est prouvé. Et cette chercheure-là va faire une nouvelle étude sur les juges, sur toutes ces choses-là. Je pense que de toute façon, à l'heure, c'est humain. Du moment où tu mets un être humain juge sur des critères subjectifs, il y a un moment, ça peut dérailler. C'est inévitable. Il n'aime pas ton cheval, il n'aime pas ta gueule, il n'aime pas... Donc ça, c'est inévitable. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers des intelligences artificielles, des vidéos, des choses comme ça qui vont rentrer. C'est inévitable. Si on veut rester au jeu, et si on veut rester au jeu par notre crédibilité, il va falloir qu'à un moment, il n'y ait aucun débat. Et là, il y a régulièrement des débats. Il y a une hiérarchie difficile à bouger, en fait. Il y a une hiérarchie très difficile à bouger, puisque c'est que du jugement subjectif. À l'obstacle, la barre, elle tombe pas. Là, la hiérarchie, ouais, elle est assez difficile. Et elle n'est pas toujours super objective. Après, il ne faut pas lancer le discrédit sur les juges, ce n'est pas non plus le but. Il y a 90% des juges font leur job correctement et ils le font à fond. Mais il faut savoir que nous, on a des juges qui sont aussi entraîneurs de nation, c'est-à-dire qui sont sélectionneurs et entraîneurs d'une autre nation. Il peut y avoir des petits conflits d'intérêts. Ouais. C'est un juge qui nous juge à nous, qui est entraîneur d'une autre nation, qui vend des chevaux, et ça commence à faire beaucoup de casquettes pour la même personne, tu vois. Tu peux difficilement être... Donc il y a quelques petites choses à régler, mais c'est en train de se faire. Voilà, pour être tout à fait honnête, c'est vraiment en train de se régler. Il y a aussi des juges... qui ont du poids, qui sont en train de faire changer les choses, et surtout le grand public s'aperçoit de beaucoup de choses et fait changer les choses. Donc moi, depuis que j'ai commencé, les choses ont déjà changé, elles évoluent, elles sont en train d'évoluer, et je pense que le jour où on a une intelligence artificielle, pas qui vient remplacer, mais qui vient dire au juge, hop, là, tu vois... Qui vient compléter tout exactement. Ça ira et ça va remettre les choses encore plus dans le cadre. Je reviens sur ton parcours. Quand tu as 25 ans, il y a un premier tournant dans ta carrière. Tu es tout près d'arrêter après un concours à Villeauban. Tout près, tu n'as pas percé. C'est ça. Et puis un juge te dit n'abandonnez pas. Exactement. Et c'est ce que tu vas faire. Et c'est ce qui fait que tu en es aussi là où tu en es aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode où tu te dis j'arrive pas à percer? L'épisode, il est simple. Hein. Tu viens d'une famille modeste. Tu travailles 12, 13, 14 heures par jour pour pouvoir aller au concours, payer le concours. Tu arrives au concours, tu fais des trucs qui ressemble à peu près à ce que font les autres, même si c'est pas super bien, mais tu es toujours 5% en dessous des autres qui font moins bien que toi. Donc c'est un peu le problème, c'est que personne ne te connaît, tu n'es pas issu d'une famille de cavaliers, tu n'as pas vraiment le profil du cavalier type, de dressage en tout cas, et c'est là où c'est un peu dur, hein, quand c'est encore plus dur. Mais je dois te dire, quand tu commences l'international, c'est dur pour qu'on accepte que tu fasses l'international. Et ensuite, quand tu fais du très haut niveau, c'est dur pour qu'on accepte que, fin de compte, ce que tu fais, c'est pas si mal et ça mérite de prendre des points. Donc, c'est là où... Après, il y a plein de gens qui vont pas se plaindre. Les stars, ils vont jamais se plaindre puisque ça va toujours dans leur sens. Mais moi, ça me dérangerait de gagner une épreuve en ayant fait moins bien que le deuxième. Mais juste parce que je suis là depuis des années, c'est moi qui passe. Donc, c'est là où il va vraiment falloir que les choses changent. Et c'est sûr que c'est très difficile quand tu démarres et que ça avance pas. Et que, heureusement que ce juge-là m'a interpellé à ce moment-là. Il me dit, voilà, non, surtout arrêtez pas. C'est la première fois que je vois un cavalier que je connais pas avec 2 chevaux et c'est très correct, ça va aller vite et bien. Alors vite, ça dépend ce qu'il appelle vite. Hein. Moi, vite, c'est vite. Là, c'était pas très vite, mais voilà, ça avance. Et voilà, s'il y a un truc à dire aux jeunes, c'est que la vie, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 manières de te faire la vie. Hein. C'est soit tu as les moyens de l'acheter, tu nais dans une famille et tu peux acheter ce que tu as besoin, soit il faut te la faire et si tu n'as pas les moyens, ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas, c'est juste que tu affûtes un peu plus les couteaux, tu gardes les dents un peu plus longues et surtout tu lâches rien, quoi. Tu lâches rien, c'est du travail. Je supporte pas les gens qui viennent te dire « Ah mais toi t'es doué ». Ça c'est un truc, ça me fait péter les plombs parce que c'est que du travail, remise en question, le reste c'est de la littérature et il n'y a pas que dans mon sport, hein. On peut prendre des gamins en foot à 17 ans où tout le monde a dit ça va être une star, c'est un feignant, on l'a plus jamais revu et il avait un
peu plus il était un peu plus précoce, un peu plus ceci, un peu plus cela. Mais voilà, il faut savoir que... travail. Mais c'est que du travail. Toutes les stars et tous les meilleurs au monde dans tous les sports, c'est que du boulot. Est-ce que tu dirais que toi, ça a été plus difficile, ton parcours, parce que tu viens pas de ce milieu-là que les autres? Bah clairement. Ouais, clairement. En 2014, tu disais, mes parents Clairement. se sont saignés. Bah oui. Et c'est plus difficile quand on n'est pas fortuné et quand on vient pas de ce milieu-là. Bah, c'est toujours le cas aujourd'hui. Bah oui, mais clairement. Bah, de toute façon, tu vois bien, c'est un sport qui coûte énormément d'argent. Il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, les déplacements, c'est des déplacements en camion. Tu fais juste gasoil l'autoroute pour aller faire 2000 km avec un camion qui consomme 20 litres au 100. Bah, fais le calcul, quoi. Tu vois, même si tu manges des pâtes là-bas, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, quand tu es là-bas, tu n'es pas à la maison, donc tu ne peux pas rentrer de l'argent, tu fais qu'en sortir. Donc, ouais, c'est des sports qui coûtent beaucoup d'argent. Quand tu n'es pas issu d'une famille soit fortunée, soit déjà du milieu qui a déjà toutes les ficelles, ouais, tu dois ramer plus que les autres, clairement. Il y a des gens qui t'ont aidé Ouais, bien sûr. Mais par contre, franchement, j'ai une vraie bonne étoile. J'ai toujours eu des gens qui m'ont toujours aidé. Même dans les galères, j'ai toujours eu des gens qui ont été là pour m'aider, là pour me soutenir, là pour me... Vraiment, j'ai eu... Alors, je sais pas si... Ouais, j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus. J'ai beaucoup de gens bienveillants autour de moi. Et même des fois, des gens qu'on connaît pas, qu'on croise, qu'on rencontre et qui finissent par te dire, putain, c'est sympa, et qui te filent un coup de main au moment où tu en as besoin. Et ça, vraiment, j'ai toujours été très chanceux. Tu partages ta vie avec Grete, on l'a dit tout à l'heure. Elle monte pour l'Estonie. C'est ça. C'est ta coach. Comment fonctionne votre binôme? Tu dis, parfois, je suis brouillon, et elle écrit tout au propre. C'est ça. Moi, je viens... Grete a eu une vie avant moi. Elle était avec quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Et Grete a eu tout ce que j'ai pas eu techniquement. C'est-à-dire qu'elle a eu les meilleurs entraîneurs en Allemagne, elle a eu les meilleures écuries, tout ce qui allait bien. Et ça l'a pas fait percer pour autant. En tout cas, percer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça l'a pas... propulsé au très très haut niveau. Exactement. Parce que tu t'aperçois que plus t'en as, plus on veut t'en prendre. Et moi, j'ai pas eu ce problème-là. Il y a personne qui a essayé de me dépouiller, il y avait rien à prendre. Et comment ça se passe entre vous? C'est pas toujours évident, j'imagine. Maintenant, on a trouvé un super équilibre, pour être honnête avec toi. C'était très chaud les premières années, parce qu'un gars du Sud un peu gaz et une fille du Nord avec un caractère très froid, mais un caractère, attention, il faut pas rentrer en guerre avec. D'ailleurs, on voit bien ce que ça donne. Il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments où... Mais après, le gros avantage que j'ai avec ma femme, là aussi, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent et avec qui je discute beaucoup. Et quand... C'est chiant quand tu es sur une épreuve technique, qu'il y a un truc qui passe pas techniquement, tu as deux solutions. Soit tu calmes et tu cherches le problème, soit tu t'agaces. Et quand tu t'agaces sur un truc technique, c'est mort. Et quand elle te rajoute par-dessus, mais non, mais là, ça va pas. Voilà, donc là, voilà. Et puis, vous avez 2 enfants aussi aujourd'hui. Ça aide tout ça aussi à poser un peu le... Tout s'est posé, pour être honnête. On a beaucoup discuté. Et maintenant, quand il y a un problème, on échange beaucoup et les choses sont beaucoup plus calmes. J'ai vieilli et voilà, et ça va beaucoup mieux. Mais Vas-y. Elle sera à Paris avec toi, du coup. Là, elle est en train d'essayer de se qualifier pour être elle en individuel. Elle est à rien de réussir à le faire. Donc j'espère qu'elle sera... concurrent, du coup. Ouais, ça serait bien. Mettre une rouste. Mais ça serait vraiment chouette. Mais de toute façon, si elle n'est pas à cheval, elle sera à côté de moi si j'y suis. Ça, c'est une évidence. Okay. Ça, c'est sûr et certain. Donc concurrent, parce que c'est une discipline mixte. Ouais. Alors, on n'est jamais vraiment concurrent parce qu'au bout du compte, sur la piste, on est tout seul. Et là, c'est là aussi en vieillissant, tu t'aperçois que tu te bagarres contre toi-même. Et c'est là où il faut surtout rester très calme et pas se dire celui-là, je vais lui mettre une rouste. C'est pas comme ça que ça marche. Okay. Reste calme, reste sur ce que tu sais faire et fais-le bien. Et laisse faire l'autre. Ouais, d'accord. Et pour moi, c'est un peu compliqué. J'ai fait d'autres sports avant, tu vois, quand tu fais de la boxe taille, c'est différent. C'est plus simple. C'est plus simple, c'est un autre schéma. Mais voilà, il faut toujours rester super calme et rester sur ce que tu sais faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le cheval en dessous qui ressent tout. Donc si tu vas un peu trop gaz, voilà, mais c'est super intéressant. Et sur le côté mixité, donc il n'y a pas de différence homme-femme et non plus... On prend des roustes régulièrement. Et cheval-jument, pareil, c'est la même chose, on monte les deux pareil. On monte les deux pareil, il y a beaucoup plus de hongres et d'étalons que de juments en piste. Tu vois, ce week-end, j'avais la seule jument en piste, mais quand elles sont bonnes, elles sont vraiment bonnes. Le hongre, c'est un cheval castré. Ouais, c'est un étalon qu'on a castré. Ça, il y en a vraiment beaucoup. Par rapport maintenant à un autre épisode de ta vie marquant, c'est la tempête Alex. Tu as fait partie des gens sinistrés. Une partie des installations de ton écurie à Lantos qui ont été détruites. Ouais. Tout a été remonté aujourd'hui, mais il reste un sujet complexe. Une partie de ta propriété, et notamment l'habitation où tu loges par exemple tes parents, une partie de tes équipes, tout ça, est fragilisée. Pour faire simple, aujourd'hui, c'est toujours pas indemnisé, d'où le fait que tu parlais tout à l'heure du fait de changer peut-être d'assureur. C'est ça. Comment ça va aujourd'hui concrètement? Comment tu traverses tout ça?
Tu as failli vendre surtout des chevaux même pour t'en sortir. Ouais, Aujourd'hui, ouais. tu as stabilisé un peu les choses, mais c'est pas toujours évident. Bah, c'est sûr, c'est clairement pas évident. Ça fait plus de 3 ans maintenant que ça dure, que l'histoire elle dure. Tes procès sont engagés, etc. C'est Ouais, en train de bah, se régler, mais c'est dur. C'est long. Ça fait 3 ans que ça dure. On a trouvé des arrangements à l'amiable où ils n'ont pas été au bout des arrangements que on proposé, parce qu'on ne propose rien à l'assureur. Hein. L'assureur, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il prend votre argent et au moment où ça barde, c'est lui qui décide comment il vous indemnise. Donc ils n'ont rien voulu indemniser dans un premier temps. Puis ensuite, c'est passé catastrophe naturelle, mouvement de terrain. Ils ont voulu indemniser. Quand ça a été le moment de payer, ils ont dégagé toutes les personnes du dossier, ils ont remis des nouvelles personnes sur le dossier, c'est reparti à zéro, ça 3 fois d'affilée, jusqu'au moment où on a été obligé d'aller au tribunal. Ils ont été condamnés à payer, et là il y a une expertise judiciaire qui devrait se terminer normalement ce mois-ci. On a mardi prochain, le 14... Ouais, mardi prochain, normalement, on a le dernière expertise judiciaire sur les lieux. Et normalement, avant la fin du mois, on devrait avoir le rapport de l'expert judiciaire qui va dire comment on répare et ce que ça coûte. T'espères qu'on est au bout du chemin, là. Enfin, que ça va se résoudre. Pour être honnête avec toi, j'espère vraiment qu'on est au bout du chemin et que je puisse dégager ça de ma tête. Ça fait 3 ans que ça dure, c'est lourd à gérer. Il faut savoir que la performance sportive, elle est aussi mentale. Et quand tu gères ce genre de problème au quotidien, c'est franchement pas cool et c'est très difficile de rester très concentré sur des trucs comme ça. Donc vraiment, j'espère que ça se termine et qu'on avance vraiment là-dessus. On puisse reparler du sportif, des Jeux Olympiques. J'imagine que là-bas, en Tosque, dans la Vésubie, tu es un peu la fierté locale. Je ne sais pas si je suis la fierté locale, je suis tellement un ermite que je sors peu de chez moi et on a tellement des longues journées. Mais c'est vrai que quand il y a des résultats sur les réseaux, il y a un truc de la vallée là et c'est vrai qu'on a souvent des gens qui nous félicitent. Après on n'est rien de plus que d'autres êtres humains. Je veux dire, je suis pas plus... Moi, j'aime pas trop ce côté, tu vois, je rentre de Coupe du Monde où tu as des petites qui viennent demander des photos, ça me met toujours mal à l'aise. Moi, j'ai rien de plus qu'un autre. Hein, et les médecins à Lanval sont bien plus méritants que moi et c'est à eux qu'il faudrait demander des photos. Moi, je suis un imposteur. Vraiment, ça c'est un truc, moi j'ai toujours du mal avec ça, le côté starification parce qu'on est athlète ou parce j'ai un peu de mal avec ça. Il y a des gens qui sont bien plus méritants que nous et quand tu vois des médecins qui sauvent des gens, des pompiers, des infirmières, ça c'est ces gens-là. Là, moi je trouve que, après c'est à mes yeux, la société elle va mal quand même, elle va mal. Quand on voit que ces gens-là, ce qu'ils font pour l'être humain et ce qu'ils font pour nous tous sont pas spécialement reconnus et puis après tu as des influenceurs qui... J'ai un peu du mal avec tout ça, moi. Il y a du travail derrière, tu l'as dit, pour arriver à ce niveau-là. Mais tu vois, ces gens-là ont bossé à l'école, j'ai pas bossé, et ils bossent encore, ils font des journées de débiles, et ils sont pas reconnus à leur juste valeur, et nous, parce qu'on est entre guillemets public ou pseudo-public, on n'a pas plus de valeur que les autres, et moi, les gens qui travaillent avec moi m'ont pas le fregné à autant de mérite que moi. Vous avez la même valeur travail. Mais bien sûr. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, voilà. Clairement. Il n'y a pas de gens à valoriser plus que d'autres. Tout le monde travaille, tout le monde fait du mieux qu'il peut. Exactement. Et toi, comme les autres. Exactement. Alex, l'émission touche déjà à sa fin. Merci à toi d'être venu, d'être parti de l'Antosque ce matin là, pour nous rejoindre et puis pour partager un petit peu de ton temps et de ton amour pour les chevaux. C'était top en tout cas. Un grand merci à vous, ça fait toujours plaisir d'être invité et un grand merci à vous et c'est super pour ce que vous faites pour le sport et pour faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci à toi aussi Romain. Merci Christopher. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Merci également en régie à Chloé Voirgard, Sophie Doncé, Philippe Bertini et Karine Bautier des Z, vous le savez, précieuses dans la réalisation de cette émission. À dans 15 jours, d'ici là portez-vous bien, salut, bye bye.